Il est 17h15 et l'invité d'ITélé, c'est Éric Laurent, co-auteur avec Catherine Gracier d'un livre à charge sur le roi du Maroc, un livre au cœur d'une polémique puisque les deux journalistes ont été mis en examen pour chantage et extorsion de fonds. Bonjour Éric Laurent. Bonjour. Votre défense repose sur la contre-attaque. Vous dites, vous niez avoir fait du chantage, vous dites qu'on vous a proposé un deal. Vous n'avez pas demandé d'argent au roi du Maroc ? Je n'ai pas demandé d'argent. On m'a proposé effectivement au cours de la conversation un accord pour ne pas publier le livre, mais je n'ai pas été à l'origine de l'accord. Il n'y a jamais eu, effectivement, comme le prétend l'avocat Dupond-Moretti, dans des propos absolument délirants de ma part, du chantage. D'ailleurs, s'il y avait eu chantage, croyez-moi qu'il aurait été vraiment ravi et en mesure de le prouver par mes propos. Alors, il y a un enregistrement audio. Oui. Publié par le journal du dimanche hier. Oui, attendez, non, l'enregistrement audio, je me permets de vous interrompre tout de suite. Ce sont des extraits soigneusement détachés de leur contexte et qui sont complètement déconceptualisés. Et où vous réclamez 3 millions d'euros. Non, je ne réclame pas 3 millions d'euros. C'est autre chose. Mon propos, il me dit quelle somme, etc. Et je dis, pourquoi pas 3 millions d'euros. Mais c'est lui qui est à l'origine. Mon rendez-vous avec lui, au départ, ne porte pas sur ça. Je le dis depuis le début, et ça s'est prouvé. Dupond-Moretti a déclaré que le 23 juillet, j'avais appelé une première fois le Palais Royal. Vous avez appelé le Palais Royal? Non, il a dit. Pourquoi? Dupond-Moretti a dit. Et évidemment, j'ai appelé le Palais Royal parce que nous avions des documents et des éléments que nous voulions sensibles, puisque c'est un livre qui porte sur la famille royale. Et nous voulions en discuter avec le secrétaire du roi, qui s'appelle Magili, enfin peu importe, et pour savoir effectivement quelle était sa position sur ces documents, comment il pouvait les expliquer, les justifier, etc. Voilà. Donc, et le lendemain, je me suis retrouvé avec un coup de téléphone de ce type, ce personnage qui était l'avocat du palais. Voilà. Mais pour revenir à ces enregistrements audio, permettez-moi de vous dire une chose encore une fois. Dupond-Moretti a déclaré que ce jour-là, j'avais téléphoné en disant, voilà, écoutez, j'ai un brûlot, je demande 3 millions d'euros. Et je mets au défi aujourd'hui, donc Dupond-Moretti bien sûr, et le palais de produire un tel document. Je n'ai jamais prononcé ces mots. Alors sur ces enregistrements audio dont on vient de parler, vous en contestez la véracité, la légitimité, l'authenticité? Je conteste une partie de l'authenticité parce que d'autant plus que là je sors de chez mon avocat et nous avons eu maintenant accès un peu au dossier, voilà. Donc il y a un élément qui est extrêmement troublant que les services de police évidemment ont demandé. C'est quand même une situation incroyable. Les enregistrements étaient des enregistrements sauvages effectués par une personne privée étrangère sur le territoire français et qui ont été exploités par la police française. Bon voilà. Et les services de police ont demandé donc à un ingénieur du laboratoire audio du laboratoire central d'Écully de procéder à une analyse technique du fichier afin d'établir la présence d'une quelconque altération ou modification. Ce sont les termes du document officiel que je vous lis. Et cet ingénieur a confirmé, sous réserve d'autres examens, que le premier fichier audio, la première interview, c'est dans laquelle je demandais 3 millions d'euros. Voilà, exactement, peut avoir été modifié avec des moyens techniques élaborés. Modifier, ça veut dire quoi? Peut avoir été altéré, changé, modifié. C'est-à-dire on modifie les termes, on modifie effectivement... Vous dites qu'ils ont été truqués? Mais écoutez, c'est pas moi qui le dis. Franchement, c'est un ingénieur. Et vous avez prononcé cette somme de 3 millions d'euros? Mais cet ingénieur déclare ce document peut avoir été modifié avec des moyens techniques élaborés. Ça va quand même très loin, non? Peu importe si vous êtes... Enfin, peu importe, non, mais vous dites ne pas être à l'origine de ce deal financier. Néanmoins, vous l'avez accepté. Ça veut dire que vous êtes un journaliste qu'on peut acheter? Écoutez, je crois que comme je fais ce métier depuis 40 ans, j'ai produit comme de nombreux livres, j'ai pris des risques et j'ai fait des livres d'enquête pendant 40 ans de façon ininterrompue. Et je ne crois pas qu'on ait pu contester une seule fois mon travail, la légitimité de mon travail. Donc voilà. Ceci dit, c'est vrai que cet accord était un accord transactionnel qui était effectivement un accord qui ne regarde que moi. C'est une transaction privée entre moi, ça vous ma pose co-auteur. Aucun problème déontologique? À partir d'un certain moment, vous savez quand même, du point de vue ontologique, je veux dire, ça me fait un peu sourire parce que franchement, j'ai pas de leçon à recevoir, d'accord? Vraiment aucun. Et j'ai fait un livre il y a 2 ans encore, qui était le seul sur en effet donc la prédation économique du pays, de l'économie de son pays par le roi du Maroc. Donc personne à l'époque n'en parlait. Voyez. Donc et là, vous pensez qu'il y a un dysfonctionnement dans l'enquête? C'est ce que vous dites? Ah, je dis qu'il n'y a plus qu'un dysfonctionnement dans l'enquête parce que la France, avec une complaisance rare, s'est prêtée en effet, donc je dirais, s'est prêtée à satisfaire le roi du Maroc. Les services de police ont été mobilisés, la justice a été mobilisée. J'ai dit à l'enquêteur, lorsque la garde à vue a commencé, j'ai dit,
écoutez, quand même, je trouve incroyable ces disproportions pour cette affaire. Et il m'a dit, vous savez, on n'est pas dupes, il y a au-dessus de nous, il a fait comme ça. On sait très bien qu'il y a des marionnettistes qui tirent les ficelles. Vous dites que la France a manipulé la justice pour faire plaisir au roi du Maroc ? Je dis pas qu'elle a manipulé la justice, j'ai dit qu'elle a voulu faire plaisir au roi du Maroc et que ça passait par notre mise en examen, qui était le premier paquet cadeau que l'on pouvait envoyer à Rabat en disant, voyez, écoutez Majesté, voilà, nous avons effectivement tout à fait satisfait vos desiderata. Voilà, c'est tout. Mais bien entendu, la France dans cette affaire a été, je dirais, consternante. Elle a été... c'est la France. Elle s'est absolument pliée aux caprices d'un monarque qui avait peur de ce que nous allions révéler dans le livre. Voilà, c'est tout. Et en fait, nous avons été piégés, totalement piégés. C'est un traquenard depuis le début. Le seuil vous a lâché. Est-ce que vous comptez publier votre livre ? Et je vais vous dire une chose, très clairement, au seuil, s'il m'écoute, bon débarras. Je suis très content, parce qu'un éditeur qui a aussi peu de courage, je peux trouver mieux. Voilà, franchement, j'ai aucun problème. Et vous avez déjà trouvé mieux ? J'ai pas trouvé mieux encore, je viens d'apprendre. Vous pensez que l'ouvrage va sortir ? En tout cas, moi, j'ai l'intention de le faire sortir. Et je pense que ma co-auteure est dans le même état d'esprit, bien que je ne puisse pas correspondre avec elle maintenant. Qu'est-ce qu'on découvre de si sulfureux dans ce livre ? Pourquoi le Maroc aurait à tout prix, à 2 millions d'euros, voulu l'empêcher de sortir ? Parce que, attendez, mais il y a sur le Maroc une vision angélique des choses, un pays merveilleux, stable, etc., avec une monarchie séculaire, voilà. Il y a une face cachée du Maroc. Il y a une face cachée de la monarchie. Du Maroc ou du roi ? De la monarchie, j'ai dit. De la monarchie. Et ça remonte au père. J'ai fait un livre avec le père Hassan II, un livre d'entretien, etc., qui s'appelait Mémoire d'un roi. Bon, peu importe. J'ai pu voir de l'intérieur comment fonctionnait le système. La seule chose, la ligne à ne pas franchir, et ça j'aurais peut-être dû y penser un peu plus tôt, c'est la famille. Et c'est effectivement des affaires de famille, puisque ce serait le titre de notre livre, Affaires de famille. C'est-à-dire des affaires, et je dirais même différents au sein de la famille royale, et qui notamment découlent pour une large part de la succession d'Hassan II, à sa mort en 99, et ensuite les affaires, et beaucoup plus encore, effectuées et réalisées par les membres de la famille royale. Et c'est considérable. C'est considérable parce que ça dépasse l'entendement. Est-ce qu'il y a un volet sur la vie privée du roi ? Il y a des éléments sur la vie privée du roi, mais il n'y a rien de sulfureux. Nous s'attachons aux faits, simplement aux faits que nous pouvons prouver, mais qui sont déjà tellement accablants qu'on comprend effectivement qu'il y a eu une espèce de panique. Voilà, c'est le terme que j'utiliserais du côté de Rabat. Et l'erreur probablement était d'avoir cru qu'on pouvait négocier avec eux. Mais ceci dit, la grande erreur aussi de leur part a été de vouloir faire passer donc une transaction privée après tout, entre moi, mon co-auteur et l'interlocuteur, pour une tentative de chantage et extorsion de fonds. Le chantage n'est pas établi, il ne peut pas être établi. Vous savez ce que vous risquez ? Vous êtes inquiet ? Non, je ne sais pas ce que je risque. Je risque, je crois... mais attendez, restons sérieux. Il n'y a rien dans le dossier. Il n'y a rien. Rien. Vous répondez beaucoup dans les médias, vous vous défendez. On entend beaucoup moins votre co-auteur, Catherine Gracier. Est-ce que vous êtes tous les deux dans le même niveau d'engagement vis-à-vis des discussions vis-à-vis du Maroc, ou est-ce que l'un de vous deux était plus en avant dans les discussions ? Non, nous étions également sur la même ligne. Peut-être après, il faut lui demander à elle, vous savez. Mais voilà, donc... si elle veut faire le livre avec moi ensuite... vous étiez complètement d'accord sur les négociations qui étaient depuis menées ? le début jusqu'à la fin. Mais ça, alors, il n'y a pas eu le moindre, je dirais, la moindre divergence de l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette, comme on dit, entre nous. Rien, absolument. Et là, vous n'avez plus de contact, hein ? Vous n'avez plus le droit d'avoir de contact. On n'a plus le droit d'avoir le moindre contact. Alors, donc, ce qui, évidemment, pose un petit problème, si nous comptons, évidemment, faire une suite au livre. Bien sûr, il faudra qu'on puisse se revoir, mais ça dépend, évidemment, des magistrats, bien sûr. À condition que celui-là, déjà... Pardon ? À condition déjà que celui-là soit publié un jour. Donc, je reviens sur... Comment ça, republier ? Si vous faites une suite à ce livre. Je reviens sur... Mais je veux le faire, bien sûr, oui. Sur ce que vous nous disiez. Donc, vous dénoncez un dysfonctionnement de la justice française pour faire plaisir au Maroc. C'est ce que vous êtes venu nous dire sur ce plateau. Bien sûr, et vous dire aussi que les éléments donc, considérés comme à charge, notamment effectivement les soi-disant les enregistrements, sont plus que sujets à caution. On peut même dire que pour certains d'entre eux, ils ont été trafiqués. Voilà, c'est tout. Trafiqués par le Maroc ? Ah non, trafiqué par le Maroc peut-être, certainement, j'imagine, parce que je n'ose pas penser quand même que la police française se serait prêtée à ça, certainement pas, voilà. Donc par le Maroc, bien sûr. Merci beaucoup, Éric Laurent, merci d'être venu sur le plateau d'ITélé.